En 2018, dans un de ses morceaux, Eminem lâche une phase qui fait l'effet d'une bombe. Oh no, no, nope, nope, I'm out of here, man. Oh my God. Il évoque la supposée implication de Diddy dans l'assassinat de Tupac, une des affaires criminelles non résolues les plus mythiques des États-Unis. Tupac Shakur dead at the age of 25 of gunshot wounds sustained Saturday night, September 7th in Las Vegas. Police still have no leads on suspect or motive. Pendant des années, dans le milieu de la musique, Diddy était considéré comme intouchable. Un producteur milliardaire à la tête d'un empire, connecté aux plus grandes figures du rap, aux hommes d'affaires, aux politiques. Un homme qu'il vaut mieux avoir avec soi que contre soi. À tel point que dans l'industrie, très rares sont ceux qui n'ont jamais gravité autour de lui à un moment ou à un autre. Mais Eminem, lui, depuis le début de sa carrière à la fin des années 90, il s'emballait d'une force. I never made a call to Diddy, really? I got Diddy's number, just hit him up. Yo, Diddy, what up? Never happened. Et quand il en aura l'occasion, il n'hésitera pas à tirer publiquement sur Diddy dans ses chansons. Alors, pourquoi Eminem est un des seuls rappeurs à avoir osé clasher ouvertement Diddy bien avant tout le monde? Pour comprendre tout ça, on va revenir sur son arrivée délirante dans l'industrie, l'alliance qui va tout changer et le jour où il va franchir la ligne rouge. Mais avant ça, il faut comprendre une chose, derrière Diddy, il y a beaucoup plus que du rap. Avant de vous raconter cette histoire, checkez cette folie. C'est une photo d'arrière-grand-père Castor que j'ai découvert grâce à MyHeritage, le partenaire qui m'accompagne sur cette vidéo. MyHeritage, c'est le service numéro 1 pour retracer son histoire familiale. Le principe est simple, tu crées ton arbre généalogique avec ce que tu sais déjà. En général, tes parents et tes grands-parents suffisent pour commencer. Et MyHeritage croise ça avec plus de 39 milliards de documents historiques pour trouver des correspondances et compléter ton arbre. Perso, je suis parti avec 7 personnes dans mon arbre. Aujourd'hui, j'en ai presque 200. Flex généalogique, qui dit mieux? Grâce à MyHeritage, j'ai notamment découvert qu'un de mes arrière-grands-pères était meunier en Bretagne. Le gars avait son petit moulin et visiblement, il fournissait toute la ville en farine. J'ai aussi des arrière-grands-parents qui étaient limonadiers. Et à cette époque-là, la limonade, c'était hype de fou. Aujourd'hui, l'équivalent, ce serait de tenir un match à bar. J'ai aussi récupéré des photos que j'avais jamais vues de mes arrière-grands-parents. Et franchement, je me tâte à laisser pousser la moustache parce qu'il y a clairement un potentiel génétique dans la famille. D'ailleurs, j'en ai profité pour utiliser l'outil photo MyHeritage. Tu peux coloriser, améliorer et même animer des vieilles photos. C'est assez bluffant. Donc si toi aussi tu veux découvrir d'où tu viens et soutenir la chaîne au passage, en ce moment tu as un essai de 14 jours gratuit en passant par mon lien dans la description. Et qui sait, tu vas peut-être découvrir que ton arrière-grand-père vendait des mixtapes dans la rue. Avant les scandales qui éclatent en 2023, Diddy est surtout connu comme étant un des hommes les plus puissants de l'industrie musicale. Depuis 1993, il est à la tête de son propre label Bad Boy Records, un label qui va produire plus d'une quarantaine d'artistes comme Notorious Big, Cassie ou French Montana. It was all a dream. I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D. Feeling like I'm fresh out loose. If they want the drama, got the ooze. Mais Diddy, c'est pas juste un patron de label, c'est un architecte. Il repère les talents, il construit leur image, il façonne leur musique, et ça marche. Bad Boy Records, c'est plus de 500 millions de disques vendus à travers le monde, près de 40 singles certifiés platine aux États-Unis et des dizaines de nominations aux Grammy Awards, et surtout des tonnes d'argent, puisqu'à son apogée, le label génère plus de 130 millions de dollars par an. Autant vous dire qu'à un moment dans le milieu du hip-hop new-yorkais, Diddy, c'est le boss de fin. Mais son influence, elle se limite pas seulement à la musique. Très vite, il investit partout. Mode, boissons alcoolisées, médias. Il construit un empire. Et tout ça, ça lui rapporte masse d'argent. Année après année, il devient un des hommes les plus puissants de l'industrie. En 2022, le magazine Rolling Stone affirme même que Diddy fait partie du cercle très fermé des artistes dont la fortune a passé la barre symbolique du milliard de dollars. Donc, défier Diddy, faut quand même le vouloir. Surtout que depuis la fin des années 90, son influence s'étend dans toutes les sphères.
notamment grâce aux soirées de turbo zinzin que Didi organise, des soirées dont le budget dépasse souvent le $1 000 000 et qui attirent toutes les célébrités du moment, artistes, acteurs, animateurs télé, sportifs de haut niveau, hommes d'affaires. Résultat, il connaît tout le monde et tout le monde le connaît, son influence dépasse la musique, à tel point que courant des années 2010, certains commencent même à se demander si Didi a pas pour projet de se lancer en politique. Am I going to vote for you one day? No, you're not gonna vote for me. Why not? I just don't like politics. My hat goes off to Mayor Bloomberg and President Obama and everybody else that's out there, even the Republicans. Shout out to y'all too, but you know, it's just I just don't like it. Mais derrière cette image du mec toujours souriant, charismatique, à qui tout réussit, depuis le début de sa carrière, le nom de Didi est aussi associé à des histoires beaucoup plus sombres. Dans les années 90, la guerre entre la côte Est et la côte Ouest fait rage, et Didi est au cœur du conflit. Son label Bad Boy Records s'oppose à Death Row Records, une rivalité qui va se terminer de la pire des façons, avec la mort de Tupac et Notorious Big. Officiellement, Didi n'a jamais été incriminé, mais son nom reste associé, et c'est pas la seule affaire. En 1999 notamment, quand Didi débarque en folie dans le bureau du producteur de musique Steve Stout, qu'il juge responsable de la diffusion sur MTV de la mauvaise version d'un clip où il apparaît, à ce moment-là, Stout est en plein rendez-vous avec des clients, et d'après lui, Didi et deux de ses gardes du corps vont le tabasser et le rouer de coups au sol, avant de lui fracasser un téléphone sur le crâne, puis de le frapper avec une chaise. Stout, qui est un beau bébé de 135 kg, s'en sortira avec une fracture à la mâchoire et au bras. Et dans un témoignage donné au New York Post, il déclarera à propos de l'agression « J'ai peur de Didi, mais je dois défendre l'industrie du disque. C'est l'industrie contre Didi. Tout le monde a peur de lui. Il a un passé très sombre. J'ai même pensé à quitter complètement le milieu de la musique. » Forcément, dans la foulée, Steve Stout va porter plainte contre Didi, qui sera poursuivi pour violence aggravée, crime pour lequel il risque jusqu'à 7 ans de prison. Mais quand en septembre 1999, le verdict tombe, c'est assez incompréhensible. Pour avoir tenté de raccrocher un téléphone sur le visage de Stout et de remettre bien sa chaise en lui cassant le bras au passage, Didi écope d'une journée d'atelier sur la gestion de la colère, et c'est tout. Enfin, il passera aussi un accord à l'amiable avec Stout d'une valeur d'1 demi-million de dollars, et ce genre de décision envoie un message très clair, Didi est intouchable. Surtout que l'atelier de gestion de la colère, ça va pas... Non. Un peu plus de 3 mois après ce verdict, Didi est en soirée dans une boîte à New York avec sa copine de l'époque Jennifer Lopez et le rappeur Shyne, signé sur son label. Et au moment où il s'apprête à quitter le club, une altercation éclate entre eux et un autre groupe. Le ton monte très vite, certains sortent des armes, puis plusieurs coups de feu sont tirés, faisant 3 blessés. Didi, Jello et leur garde du corps prennent la fuite en voiture, mais sont arrêtés par la police quelques rues plus loin, qui retrouvera une arme dans le véhicule. Shyne, lui, est arrêté aux abords du club, avec son arme sur lui. Cette fois-ci, Didi risque jusqu'à 15 ans de prison, mais encore une fois, il va se passer dinguerie sur dinguerie pendant le procès. On parle de témoins qui changent de version, de soupçons de conflit d'intérêts chez certains avocats, de tentatives d'acheter des témoins. Et quand le 16 mars 2001, le verdict tombe, Didi est acquitté. Shyne, quant à lui, écopera de 10 ans de prison. Un verdict qui va beaucoup faire parler, puisque pour certains, Didi et ses avocats ont sacrifié Shyne pour se sauver. Un avis d'ailleurs partagé par le principal intéressé. People probably have the impression that you're just consumed with the idea that, you know, justice wasn't served here and that somebody turned his back on you. Like, how do you call a witness to testify against your comrade? This woman was the most damaging witness of any witness. She was worse than the prosecution's witness. The prosecution is saying I'm this belligerent, reckless, you know, okay, corralled fella. And then my co-defendant is saying the same thing? That was it. That was it. I'm facing 25 years. Those are the things that, you understand, are unacceptable. You don't have to hold my hand. You don't have to do nothing, but don't try to hurt me. Didi est riche, Didi est puissant, et quand quelqu'un se retrouve sur son chemin, il n'hésite pas à l'écraser. Donc dans le milieu de la musique, tout le monde le sait, s'attaquer à Didi, c'est dangereux. Enfin, tout le monde le sait, mais visiblement il y a un rappeur de Détroit qui en a strictement rien à foutre.
À la fin des années 90, si Diddy est un des hommes les plus influents de l'industrie, Eminem est probablement celui qui s'en balèque le plus. Quand Eminem débarque, il arrive en provocateur. Il adore troller tout le monde dans ses chansons, artistes, médias, institutions. Ce zinzin, il est en mode sniper, il tire sur tout ce qui bouge. Will Smith, Britney Spears, Christina Aguilera. Eminem, c'est un mec qui est généreux dans le clash. Tout le monde y a le droit. Même sa propre famille, il ira tellement loin que sa femme et sa mère vont même lui faire un procès. He says you were neglectful, No, pill popping, no, welfare collecting. no. He needs to quit, making attacks on me. I mean, you don't do this to your mom. And it is so hard. She's fighting back, both in court, filing a $10 million slander suit against him. Ce zinzin, il va bien évidemment aussi troller le milieu du rap, notamment le rappeur Benzino, qui est aussi copropriétaire du magazine The Source. À savoir qu'à cette période-là, The Source, c'est le magazine hip-hop le plus influent. Benzino et Eminem vont s'échanger des morceaux clash, et un jour, Eminem, ça va le saouler, il va sortir son Death Note, et il va écrire le morceau Nail in the Coffin. Et apparemment, la sortie du morceau aurait entraîné le début du déclin du magazine The Source. Et ce qui fait qu'Eminem se permet de troller tout le monde comme ça et d'éteindre des carrières, c'est en partie grâce à son immense succès. Au début des années 2000, il enchaîne les premières places du top album américain. Ses projets sont certifiés diamant aux États-Unis. Il deviendra même le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap. Donc même s'il dérange et qu'il collectionne polémique sur polémique, personne peut l'arrêter. Et il continue. You diss some people in the new single. Some. Yeah. Here's the thing. This is the kind of the way that I see it, and the way that I've always said it is it's kind of like picking names out of a hat. And if your name rhymes with something good, you know what I mean? Then you might get it. En plus de ça, Eminem est signé chez Aftermath Entertainment, le label de Dr. Dre, qui est littéralement une légende du hip-hop. Donc Eminem a un allié de taille à ses côtés. Et puis, comme le public kiffe quand il envoie ses phases de zinzin où il pousse le curseur du troll à fond, c'est pas étonnant que dès 2000, Eminem se permette des phases sur Diddy, notamment sur le morceau I'm Back, où il a pas pu s'empêcher de faire référence, pas à Diddy directement, mais à sa copine de l'époque, Jennifer Lopez, d'une manière Eminemesque. Si je devais me faire une chanteuse, ce serait Jennifer Lopez. Désolé Diddy, je m'en fous. If I ever stuck into any singer in showbiz, it'd be Jennifer Lopez. And Puffy, you know this. Même si cette meuf était ma propre mère, je le ferais sans capote et je lui ferais un enfant qui serait à la fois mon fils et mon frère. C'est pas une vanne. If this chick was my own mother, I'd still fuck her with no rubber and come inside her and have a son and a new brother. Je serais intrigué de savoir comment Diddy a réagi en entendant ça. Dans les années qui suivent, Eminem continuera de faire des références à Diddy ici et là dans ses paroles, mais rien de comparable à ce qu'on vient d'entendre. À ce moment-là, c'est juste des pics pour rigoler, parce qu'il a aucune raison de s'attaquer à Diddy, jusqu'à ce qu'un autre rappeur rejoigne la partie. Diddy et Eminem, ce sont pas seulement deux rappeurs. Ils représentent aussi deux camps bien distincts dans l'industrie, Bad Boy et Shady Aftermath. Et quand le 21 mai 2002, 50 Cent sort sa mixtape Guess Who's Back, il est là pour prendre sa revanche. Il se trouve que 2 ans en arrière, à cause de son embrouille avec Ja Rule, son label Murder Inc. et Supreme, un trafiquant de drogue avec qui ils sont associés, 50 est victime d'une tentative d'assassinat où il prend 9 balles. Il a littéralement frôlé la mort de quelques centimètres, mais il s'en est sorti. Sauf que du coup, pendant 2 ans, il va être boycotté par l'industrie musicale qui le voit comme un mec qui attire les problèmes. Donc quand en 2002, il sort sa mixtape Guess Who's Back et que ça cartonne, c'est vraiment une revanche pour lui. Surtout que ça va marquer la fin du boycott de l'industrie pour lui, puisque tous les labels se l'arrachent. Notamment Bad Boy Records et 50 Cent, accompagné de son pote Tony Yayo, vont même rencontrer Diddy pour une potentielle signature. Sauf que ça va pas se dérouler comme il l'imaginait. One of the biggest mistakes of Bad Boy. We had meeting with Diddy, it was me and 50 there. Okay. And 50, he took the meeting out of respect. He had deals all over the table. You know, the Preem situation, and you know, a lot of people were scared of Preem. 50 wasn't. So it was just like, you know, I remember Diddy said, he's like, yo, we can't sign you, Playboy. It's too much. He was like, it's too much drama, like, you know, with the Biggie stuff and all that. Diddy didn't want to take the deal because all the drama. But 50 was the hottest nigga on the planet. C'est là qu'Eminem entre en scène, puisque dans la foulée, lui aussi découvre 50 grâce à Guess Who's Back. Et pour lui, c'est une évidence. Ce mec est une star.
Donc il va inviter 50 Cent à Los Angeles pour qu'il rencontre Dr. Dre. Et le 17 juin 2002, 50 signe sur les labels d'Eminem et Dr. Dre pour $1 million. Le reste appartient à l'histoire. Full of bub, look, mommy, I got the X, so get in the taking drug. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 20 knives in the club. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? She a work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she fine as hell, she bout the dope. You got me saying, hey, oh, I'm tired of using technology. Alors que Diddy avait refusé de le signer, Eminem, lui, décide de l'aider à gravir des sommets. Et dans les années qui suivent, 50 Cent deviendra une superstar et une légende du rap. Dès 2003, lors des MTV Video Music Awards, Diddy devra d'ailleurs remettre le prix du meilleur clip de rap à 50 Cent. Et par la suite, 50 deviendra aussi l'ennemi juré de Diddy, puisqu'il n'y a absolument aucune personne sur cette planète qui l'a plus piqué, trollé et clashé que 50 sur ces dernières années. Il provoque Diddy sans arrêt sur tout, en mode « ta musique est vraiment éclatée, il y a quelque chose de pas clair sur tes délires sexuels, et ta marque de vodka est dégueulasse ». Dans tout ça, Eminem, lui, il observe attentivement, parce que 50 Cent, c'est pas juste un collègue ou un pote, c'est un frère. M a aidé 50 à lancer sa carrière. 50 Cent a toujours répondu présent aux côtés d'Eminem, même pendant ses périodes les plus difficiles. Je pense notamment à ses problèmes d'addiction ou à la mort de son meilleur ami Proof. I never dissolved the relationship between me and him because I hold him in the kind of regards I hold my grandparents in. He provided opportunity for me to take care of myself when I couldn't at that point. Like I actually couldn't make it happen without the assistance that I got from him. Du coup, 50 Cent déteste Diddy, Eminem considère 50 comme un frère, et comme l'a dit un grand philosophe, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc quand Eminem a eu l'occasion de tirer à balles réelles sur Diddy, il a vidé son chargeur. Le 7 mai 2012, un tweet à propos de la fille d'Eminem alors âgée de 16 ans pop sur internet. Ok, je viens de voir une photo de la fille d'Eminem et franchement, elle est fraîche de fou. Je dis ça avec tout le respect possible, parce que M c'est le king. L'auteur de ce tweet, c'est Machine Gun Kelly, un rappeur en pleine ascension, alors âgé de 22 ans, et fraîchement signé sur le label de Diddy. Il parle de la fille d'Eminem, elle a 16 ans. Quelle erreur. Mais c'est pas tout. Parce que dans les années qui suivent, MGK, il envoie des pics à Eminem dans des interviews, dans des freestyles, dans des chansons, parce qu'il est persuadé que depuis son tweet sur sa fille, Eminem tente de saboter sa carrière. Was it just entertainment when you tweeted Eminem's daughter? This is something that I feel like, you know, quiet is kept still, you know, is a reason why certain things don't, you know what I'm saying? Don't happen. Certain people won't even listen or review this joint. Certain places you won't even hear Machine Gun Kelly on. Oh. Certain things won't even happen, and man, fuck you, man. Fuck. Let me win, man. Stop holding me back. Everybody gotta stop this shit. Sans surprise, au bout d'un moment, Eminem commence à monter en pression. Et en août 2018, ça explose. Eminem contre-attaque, MGK répond. Et le 14 septembre 2018, Eminem largue la bombe, Kill Shot. C'est un morceau clash dédié à Machine Gun Kelly, mais à la surprise générale, la phase qui va le plus faire parler, c'est une balle perdue pour Diddy. Là, Eminem, il franchit la ligne rouge. Déjà, c'est gratuit. Eminem de base, il est en clash seulement avec MGK. Mais surtout, c'est pas juste une pique ou un clash classique. Eminem insinue publiquement que Diddy aurait commandité l'assassinat de Tupac. C'est une accusation criminelle. Alors oui, cette théorie circule depuis longtemps, mais elle est plus ou moins taboue. Là, Eminem, il l'expose aux yeux du monde entier. Le morceau Kill Shot, il intégrera le top single dans 21 pays différents. Toute la planète entend cette phase, et forcément, ça va beaucoup faire parler. Histoire de désamorcer et ou de troller, Eminem s'adresse d'ailleurs directement à Diddy à la fin du morceau. Oh, and I'm just playing, Diddy. You know I love you. Comment Diddy a réagi à ça? D'après Joe Budden, qui apparemment a été en contact avec lui, il était colère. I think M took it there, just not with MGK. I
think that last bar took it there with Puff. Puff said it's in his hands, and he said I can say it. He said, there's nothing to say about it. It's in my hands. He wild. Period. This is bigger than rap. That's bigger than rap. And I'm getting out of there because I'm afraid. Yeah. But that's bigger than rap. That's bigger than rap. Et quand, quelques années plus tard, tout bascule, tout le monde se rappellera de cette phase d'Eminem. Parce qu'en septembre 2023, un ancien membre de gang nommé Keffe D est arrêté pour le meurtre de Tupac et il affirme que Diddy lui aurait offert $1 million pour la tête de Tupac. Puis les accusations vont s'enchaîner. En novembre 2023, Cassie, ex-compagne de Diddy, porte plainte contre lui. Agression sexuelle, violence physique, incitation à la prise de drogue dure. Très vite, d'autres plaintes similaires suivront. Une vidéo sort où on voit Diddy frapper Cassie au sol. Le masque tombe et en septembre 2024, Diddy est arrêté. Enquête judiciaire oblige, il s'est passé quasiment 1 an entre la première plainte et son arrestation. Par contre, il y en a un qui a pas attendu son arrestation pour en mettre une couche, puisque quand en juillet 2024, Eminem sort son 12e album The Death of Slim Shady, il enfonce le clou. Références, sous-entendus, jeux de mots et parfois attaques directes en lien avec toutes les accusations contre Diddy. Biggie and Pac, both of y'all should be living. Yep, but I ain't tryna beef with him, cause he might put a hit on me like Keffe D. Get him. Next idiot asked me is getting his ass beat worse than Diddy did. Entre la sortie de cet album et le moment où je tourne cette vidéo, Diddy a été arrêté, jugé et condamné à 4 ans de prison. Sa libération est désormais prévue pour le 25 avril 2028. Et alors que pendant des années, une grande partie de l'industrie a préféré se taire, même si Eminem n'a jamais vraiment lancé de guerre contre Diddy, il reste un des seuls rappeurs à avoir osé l'attaquer publiquement bien avant son arrestation. Et quand on connaît Eminem, ça risque pas de s'arrêter là. Merci encore à MyHeritage, le partenaire de cette vidéo. Si vous voulez découvrir d'où vous venez tout en soutenant la chaîne, vous avez 14 jours d'essai gratuit via le lien dans la description. Si t'as aimé cette vidéo, je pense que celle-ci va te plaire. Un artiste au sommet, vu comme un distributeur de hits, jusqu'au jour où tout le monde lui tourne le dos. Et là, la chute est vertigineuse.